Good afternoon, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien, y compris les personnes en ligne. Nous vous entendons. J'espère que tout le monde vous entend. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en ligne, ainsi que ceux qui sont ici en salle. À Kigali, bonjour et bienvenue à cette session sur l'innovation au niveau des politiques. Ce que nous avons pour cette session, c'est une présentation d'un document que vous connaissez peut-être. C'est le guide pour l'élaboration d'une politique pour les enseignants, développé par la TTF de l'UNESCO, qui couvre une diversité de dimensions sur la politique des enseignants, depuis le recrutement au déploiement, la professionnalisation, les conditions de travail, etc. Ce guide a été lancé en 2019 et depuis, il a permis d'inspirer les activités dans une série de pays. Et ce que nous allons entendre aujourd'hui, c'est précisément quels sont ces travaux et en particulier réalisés au niveau des différents pays où ce guide a été mis en pratique, adapté au contexte pour répondre aux besoins locaux. Et ça, c'est l'aspect innovant dont nous voulons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, quelques détails d'ordre technique. Nous rappelons à l'ensemble des intervenants qui s'expriment en ligne de bien vouloir éteindre leur micro lorsqu'ils ne parlent pas. Ils peuvent laisser leur caméra allumée. Les intervenants, lorsqu'ils s'expriment, doivent rallumer leur micro et garder leur caméra allumée. Vous pouvez également utiliser la fonction chat pour poser des questions qui seront ensuite reprises dans la session questions-réponses et nous allons entendre également des questions ici en salle à Kigali. Merci de bien vérifier que vous disposez d'un casque pour écouter l'interprétation, soit en français, soit en anglais. Les deux langues sont fournies pour la session. Enfin, les participants en direct peuvent également poser des questions durant la session ici en salle. Vous pouvez demander un micro pour vous exprimer. Nous avons pour cette session un programme assez intéressant, y compris des exemples du Burkina Faso. Et je voudrais peut-être accueillir nos intervenants. Nous avons le ministre de l'Éducation, Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso. Monsieur le ministre, j'espère que vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci, monsieur le ministre. Bienvenue. Nous aurons aussi parmi nous monsieur Peter Wallet de la TTF. Vous êtes parmi nous également. Merci, Peter. Monsieur Yor Afari Nkoma, professeur de planification de l'éducation de l'Université de Cape Coast du Ghana, qui est également parmi nous. Mauricio, je ne sais pas si elle est avec nous, du Malawi. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Nous avons également le Dr David Doyle, ambassadeur et délégué permanent de Saint Kitts et Nevis auprès de l'UNESCO. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons également Benoît Dassembourg qui est responsable d'éducation au commissariat aux réfugiés. Vous êtes parmi nous? Eh bien, nous allons sans doute la voir bientôt. Et puis David Bassongo du bureau de Dakar de l'UNESCO. Soyez le bienvenu, David. Merci.
Je suis là. Merci à toi. Donc, we're going to start then So, with just a little bit of a background that I want alors, nous allons commencer. Et je voudrais peut-être vous donner quelques explications en toile de fond sur ce guide. Vous savez que la TTF pour éducation 2030 s'occupe de plaidoyer, production et diffusion de savoir et soutien au pays. Et dans le cadre de ce soutien au pays, nous avons développé ce guide pour aider les ministres de l'Éducation et autres décideurs et parties prenantes du monde de l'éducation à développer et à mettre en œuvre des politiques d'enseignement qui soient globales, qui couvrent l'ensemble des aspects de la profession et de la pratique de l'enseignant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous utilisons l'expérience de divers pays, en particulier l'initiative norvégienne pour les enseignants, que vous connaissez peut-être, une initiative financée par Norvad et qui a soutenu la mise en œuvre, la formulation tout d'abord, et puis la mise en œuvre de développement de politiques d'ensemble pour l'enseignement dans 4 pays, le Ghana, le Malawi, le Burkina Faso et l'Ouganda, et qui s'est développé au cours des 4 dernières années. Nous allons aujourd'hui entendre comment le guide a été utilisé dans certains de ces contextes pour informer non seulement le développement de politiques, mais aussi les partenariats, le rassemblement des différents partenaires pour la mise en œuvre de ces politiques. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le guide est assez général, il couvre 9 dimensions distinctes et nous travaillons également sur une approche plus explicite des différentes dimensions pour qu'elles puissent réellement être utiles et adaptées à des contextes spécifiques. Et nous allons également, une fois que Benoît se sera connecté, nous allons entendre le commissariat aux réfugiés qui va nous parler du développement de modules spécifiques sensibles au contexte de crise, comment planifier les politiques pour les enseignants en contexte de crise. Et ça a été particulièrement utile, notamment au regard de la COVID-19, mais ça peut s'appliquer à tout contexte de crise, qu'elle soit causée par des conditions sociales, le changement climatique ou autre. Nous allons également entendre notre collègue Bazongo du Dakar qui va nous parler de l'utilisation de la dimension des coûts, comment établir les coûts pour une politique de l'enseignant. Donc soyez les bienvenus et je vais commencer par donner la parole à son Excellence M. Stanislas Owaro, qui est ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales du Burkina Faso. Monsieur le ministre, nous avons une question pour vous. Étant donné l'expérience du Burkina Faso avec cette initiative, quelles sont les politiques et les conditions nécessaires pour faire le plaidoyer pour l'innovation aux différents niveaux des systèmes éducatifs et quel peut être le rôle des sociétés de financement, les organisations de la société civile et les autres partenaires peuvent jouer pour soutenir et maintenir l'innovation? Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier l'UNESCO pour l'organisation de ce forum qui nous donne l'occasion de parler de l'expérience de notre pays concernant la mise en place du cadre de coopération multipartenaire. Comme vous le savez, effectivement, le Burkina Faso est l'un des pays bénéficiaires de l'initiative norvégienne sur les enseignants et qui est parvenu à des résultats significatifs dans notre pays. Alors, le Burkina a élaboré une stratégie nationale sur la question enseignante, la sortie d'un plan d'action triennal. Et cette stratégie a été élaborée par mes équipes techniques avec l'accompagnement des experts de l'UNESCO et une participation importante, il faut le signaler, des partenaires sociaux de l'éducation, parmi lesquels les syndicats des enseignants, parce que vous savez que tant que les syndicats ne sont pas associés et sensibilisés sur ces questions, la mise en œuvre sur le terrain rencontre souvent des difficultés. Et donc, leur participation a été salutaire. Alors, ce projet a permis aussi d'organiser des sessions de renforcement des capacités au profit des responsables syndicaux de l'éducation pour les outiller à mieux soutenir le gouvernement à travers la promotion d'un dialogue social constructif, en évitant permanemment de revendiquer des salaires, des per diem, mais en participant aux côtés du gouvernement au développement du système éducatif.
Alors, avec l'avènement de la pandémie, la COVID-19, le projet NTI a participé. On a dû réorienter un certain nombre d'objectifs pour tenir compte donc de cette situation sanitaire. Et le projet NTI a participé à la mise en œuvre de notre plan de riposte donc, et de reprise des activités pédagogiques en finançant l'enregistrement de cours que nous avons diffusés à la radio et sur les chaînes de télévision afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs enseignements pendant les périodes de confinement. Et cette contribution est venue en complément donc d'autres financements de bailleurs et du gouvernement du Burkina Faso. Et ça, c'est vraiment à saluer. Alors, l'un des résultats importants du projet dans notre pays est la mise en place d'un cadre de coopération multipartenaire pour le financement donc, de la question enseignante. Alors, le cadre de coopération est un document qui comprend un récapitulatif de tout ce que les partenaires techniques et financiers font pour le développement de la profession enseignante dans notre pays. Et ce cadre donne une vue d'ensemble de toutes les interventions pour les 9 dimensions que nous avons retenues, mettant ainsi en relief les dimensions qui sont relativement les mieux financées. Alors, la deuxième partie de ce cadre donne une vue d'ensemble des priorités de notre pays pour les 3 ans à venir. Ça, c'est très important parce qu'on souhaite que les financements soient alignés sur les priorités du pays. Alors, ces activités prioritaires sont également présentées par dimension et classées par ordre de priorité dans chaque dimension. Et cela permet aux partenaires qui souhaitent investir selon nos priorités d'avoir à leur disposition une banque d'activités pour faire leur choix de financement et ainsi s'aligner sur les priorités du Burkina Faso en matière de développement de son système éducatif. Alors, un aspect important, c'est comment ce document a été élaboré. Alors, le cadre de coopération a été élaboré par les techniciens du ministère et j'ai au niveau du ministère une direction en charge de la coopération qui est logée dans la grande direction générale des études et statistiques sectorielles. Et cette direction a piloté l'élaboration du document en collaboration avec les experts de l'UNESCO. Et un premier travail a été fait sur la base des informations dont le ministère dispose en termes de données sur le financement des partenaires sur la question enseignante. Ensuite, les partenaires, à travers le cadre partenarial, ont apporté, parce que nous avons un cadre de dialogue avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation au Burkina, que nous appelons le cadre partenarial. Et à travers ce cadre partenarial, donc, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les ONG et associations de développement actif en éducation. Donc, chacun, en ce qui le concerne, donc, a apporté donc, des précisions sur ces activités. Enfin, le document cadre de coopération a été validé par l'ensemble des acteurs et des partenaires. Alors, comment on met en œuvre ce cadre de partenariat? Il faut dire que le cadre de coopération sur la question enseignante contient une préface que j'ai moi-même donc signée. C'est important. Et dans le mot introductif, j'ai invité les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à utiliser le cadre de coopération pour leur planification. Alors, la version finalisée a été partagée donc à l'ensemble des partenaires techniques et financiers et les partenaires sociaux à travers les canaux que nous avons de diffusion. Et pour assurer le suivi donc, de la mise en œuvre des actions du cadre de coopération, donc, nous avons mis en place un groupe de travail sur les enseignants et ce groupe de travail donc, va démarrer donc, ses activités bientôt. Donc, ce groupe comprend les représentants du gouvernement, des syndicats et des partenaires techniques et financiers. Et ce groupe de travail se réunit 2 fois par an, en fait. Alors, en avril, pour examiner les investissements sur la question enseignante et contribuer à la mission conjointe de suivi donc, de la mise en œuvre des activités, du plan d'action et du programme d'activité du ministère. Et donc, dans ce même mois, donc, ce groupe se mettra au travail. Et la deuxième, ça c'est la première rencontre du groupe qu'on va mettre en œuvre, donc, qui va se réunir chaque mois d'avril, qui est le mois donc, où donc, la mission conjointe de suivi des programmes d'activité du ministère se réunit. Et la deuxième rencontre se tiendra en septembre pour examiner la préparation de la rentrée scolaire qui a lieu le 1er octobre donc, de chaque année. Alors, les organismes de financement occupent la place la plus importante dans ce type d'innovation. En effet, ce sont les organismes qui peuvent influencer le choix des activités qu'ils financent. Et s'ils adhèrent à l'initiative, leur choix se fera en fonction des priorités du gouvernement. Alors, cela devra prendre source depuis les sièges des organisations de financement qui définissent les règles et les procédures d'investissement et d'utilisation de leurs ressources. Et nous, gouvernement, aimerions avoir des interventions harmonisées. Et pour illustrer ma proposition,
je voudrais vous rassurer qu'au Burkina Faso, nous tirons un grand profit du fonds commun pour l'éducation de base. Alors, nous avons donc le compte d'affectation spéciale du Trésor, donc pour le fonds de développement et de soutien à l'éducation de base, qui est un fonds dans lequel la plupart des partenaires donc, investissent. Et à travers ce fonds et en fonction des priorités des États et des orientations qui sont données, donc nous orientons aussi ces fonds dans des actions qui ont été définies dans le cadre du plan d'action prioritaire donc, du ministère. Et ce qui me conforte dans l'idée selon laquelle une coopération multipartenaire en collaboration avec le gouvernement donne de très bons rendements parce que ça nous permet à travers le dialogue d'avancer. Et la programmation de qualité est faite et chaque fois, nous validons ensemble donc, le plan d'action et le plan de passation des marchés, tous ces documents. Et il y a un reporting chaque mois. Nous faisons le point de la mise en œuvre des activités mensuellement et les partenaires techniques et financiers nous font un retour. Et donc, ce dialogue de qualité nous permet d'avancer. Et les différents cadres partenarial, la mission conjointe de suivi qui se passe en cours d'année, permet aux partenaires sociaux, aux autres ONG de pouvoir aussi contribuer. Donc, l'adhésion des partenaires autour des innovations pour le financement de l'éducation est cruciale, pour ne pas dire qu'elle est une condition indispensable, non pour réussir, sine qua non donc pour réussir dans une coopération multipartenaire dans les investissements. Alors, ce que nous attendons aussi donc, de l'UNESCO, c'est que vous puissiez faire des plaidoyers dans ce sens et que vous pensiez donc au Burkina Faso, car nos besoins sont énormes. Nous faisons face à deux grandes crises. Certains pays, c'est la crise sanitaire, mais nous faisons face à la crise sanitaire et à la crise sécuritaire. Et la crise sécuritaire a un impact négatif sur le système éducatif en termes de déscolarisation, en termes de fermeture d'établissement. Donc, c'est ce que je tenais à dire. La société civile aussi a un rôle important à jouer et les syndicats des enseignants constituent pour nous des partenaires clés avec qui nous entretenons des relations dans ce sens. C'est vrai qu'elles sont par moments difficiles, mais en général, les partenaires sociaux que sont les syndicats sont associés aux différentes discussions, ce qui permet d'atténuer donc par moments les crises et de les ramener dans un dialogue fréquent au développement du système. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Je voudrais remercier l'UNESCO pour cette vision du NTI qui a aujourd'hui de bons résultats en matière d'innovation dans le financement, mais surtout dans la résilience du système éducatif de notre pays, le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous, merci à les ministères. As we have heard, and I think we will continue to hear, Comme nous l'avons entendu et comme nous continuerons à l'entendre, ce cadre de coopération et ces partenariats sont très importants pour le développement des politiques et on en entendra parler davantage et on entendra également d'autres exemples comme par exemple au Ghana. Mais avant de poursuivre, en regardant d'autres cas, j'aimerais donner la parole à mon collègue Peter Wallet, qui est avec le secrétariat de la Task Force et qui va nous présenter le guide pour l'élaboration d'une politique enseignante, les 9 dimensions, et quels sont les enseignements qui ont été tirés suite à la revue qui a été faite. Mais avant, nous allons regarder une vidéo. Merci. Quality education relies on quality teaching. We know that for students to reach their potential, they need teachers who are qualified, well-resourced, safe, and motivated to teach. But for teachers to be able to deliver quality learning, they need effective education systems that address their daily challenges. No one understands these challenges better than teachers themselves. Developing holistic policies in partnership with teachers is a key ingredient for success. That is why the Teacher Task Force in UNESCO have developed the Teacher Policy Development Guide. It is designed to assist national decision and policymakers to develop evidence-based, contextualized, and comprehensive teacher policies that make a difference. An effective national teacher policy needs to consider teacher recruitment and retention, education and training, deployment strategies, career paths, employment and working conditions, rewards and remuneration, standards, accountability, and school governance. To help you learn more about developing a holistic teacher policy in your own context, we teamed up with the Open University to build an online course. It features interactive elements and activities designed to really engage learners and is available in 4 different languages.
Investing in teachers is an investment in a sustainable future. Let's ensure that today's learners are prepared for tomorrow's challenges. Great, thank you very much. So that is Merci. Voici une autre nouvelle vidéo qui démontre ce que c'est que ce guide et donne un petit peu de contexte pour qu'on comprenne mieux les choses. Je vais vous parler brièvement de ce guide pour l'élaboration d'une politique enseignante. Le guide, comme Carlos l'a fort bien expliqué, a pour objet de soutenir les pays pour élaborer des politiques enseignantes qui soient holistiques et exhaustives. Le guide se fonde sur un processus consultatif solide. Dès le début, nous avons dialogué avec des experts, des enseignants, des universitaires, avec des experts de l'UNESCO et le comité qui a contribué à son élaboration. Le guide est publié. Il existe sous différentes formes. D'abord, il existe dans son intégralité, en anglais, arabe, français et espagnol. Et certaines versions résumées sont publiées dans 7 langages, les 6 langues des Nations Unies et le portugais. Et c'est en ligne, donc vous pouvez consulter les versions dans les différentes langues. Donc le rapport sous version résumée est beaucoup plus court, mais qui reprend les points saillants. Si vous voulez en savoir davantage sur le guide, celui-ci a été converti en cours. Donc, la Task Force, en partenariat avec la Open University, a créé une version en ligne qui permet d'en apprendre plus sur le guide, avec donc un cours qu'on peut suivre en ligne. Et là encore, ce cours est offert et dispensé dans plusieurs langues différentes. Maintenant, parlons un petit peu du guide. Comment celui-ci est-il structuré? Alors, c'est assez systématique, c'est-à-dire il y a du contexte. Quelle est la genèse, l'origine du guide? Quels sont ses objectifs? Nous parlons des questions de contextualisation et comment le guide doit être contextualisé en fonction du pays. Ensuite, une bonne partie du guide porte sur les dimensions. Il y en a 9, comme Carlos l'a dit tout à l'heure. Nous considérons que c'est un document vraiment à caractère évolutif qui donc est susceptible d'être revu. Ensuite, le guide donne des informations sur les différentes étapes et la mise en œuvre. D'abord, un petit peu, quelle est la raison d'être de ce guide? Les enseignants, on l'a dit toujours, sont au cœur d'une éducation de qualité. On n'a cesse de le dire. Et d'ailleurs, les enseignants, en règle générale, sont présentés comme étant les pièces maîtresses au niveau des écoles. Et ce qui est bien sûr repris dans la déclaration UNESCO BIT sur le statut des enseignants. Donc, et des bons résultats scolaires et une éducation de qualité se fondent sur beaucoup d'éléments, mais il est clair que les enseignants en sont vraiment une pièce maîtresse. Et nous comprenons que dans beaucoup de pays, il y a une fragmentation des politiques enseignantes dans le temps. Le guide, donc, est très utile pour essayer de changer cette tendance pour que les pays puissent élaborer des politiques qui sont holistiques et qui sont exhaustives. Et donc, la portée du guide est très vaste, le nombre d'écoles, plusieurs niveaux d'éducation et différents secteurs. Et justement, pour ce qui est du contexte, nous comprenons que les politiques enseignantes ne peuvent pas être élaborées de façon isolée ou cloisonnée. Elles doivent s'aligner avec les autres éléments qui sont contenus dans les autres documents officiels du gouvernement, y compris des politiques dans le secteur de l'enseignement plus vaste, des plans sectoriels, et en fonction, de façon transversale, dans tous les domaines de l'éducation et toujours conformément aux priorités nationales du pays. Et pour ce qui est de la définition des politiques dans les différents systèmes éducatifs, est importante. Donc,
Par exemple, s'agit-il d'un État fédéré ou d'un pays plus petit, plus national? Et ce guide ne doit pas entraîner une fragmentation plus poussée. Et dans le contexte de la pandémie, le guide doit prendre en compte tous les plans adoptés au titre de la COVID et des stratégies pour lutter contre la pandémie. Alors, il y a plusieurs principes sous-jacents. D'abord, il y a une vision et des objectifs. Il est très important pour l'évaluation des environnements, des difficultés, des pénuries, des manquements. Et bien sûr, il faut que les 9 dimensions soient bien couvertes, donc que ce soit réellement à caractère exhaustif. Et il faut faire figurer des objectifs, des points de référence et des calendriers. Et il est important que les données pertinentes soient incluses, ainsi que la gestion de ces données, les besoins de financement, la participation et l'engagement des parties prenantes et l'évaluation et la révision. Voici tous les éléments essentiels sur lesquels se fonde ce guide. Venons-en justement aux 9 dimensions. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas récemment regardé le guide ou pour ceux qui découvrent le guide. Les 9 dimensions sont le recrutement et la rétention des enseignants, la formation des enseignants, y compris la formation initiale, et le développement tout au long de la carrière, le déploiement, la structure des carrières et les trajectoires de carrière, l'emploi et les conditions de travail des enseignants, les questions de récompense et de rémunération, les normes, la redevabilité des enseignants et la gouvernance des écoles. Et nous reverrons ces questions par la suite. Il y a d'autres aspects qui sont en train de faire l'objet de travaux en ce moment, qui sont en chantier. Et en fait, la réflexion s'organise par phase ou par étapes. Il n'est pas uniquement question des thèmes et du fond, et il est également question des différentes étapes du déroulement de l'élaboration des politiques. Chacune des phases pour élaborer une politique doit se fonder sur des consultations avec les groupes adéquats, et ceci tout au long du processus, c'est-à-dire ça doit concerner toutes les parties prenantes, y compris toutes les parties du gouvernement, pilotées bien sûr par le ministère, mais y compris les syndicats, les enseignants eux-mêmes, les partenaires dans le développement et les autres parties prenantes de la société civile. Il y a donc une question relative à la phase d'identification, puis la formulation des politiques, l'adoption par les gouvernements, la mise en œuvre et naturellement le suivi et l'évaluation. Autre question qui se pose pour l'élaboration d'une politique, il est important que les rôles et responsabilités soient clairement identifiés à l'avance. Quels sont les rôles des différents groupes, des différentes parties prenantes? C'est un élément fondamental pour un résultat positif. La question du coût est souvent posée. On voit souvent des politiques qui sont élaborées sans vraiment avoir suffisamment réfléchi au volet coût, et c'est un élément important de la discussion. Donc les dimensions financières doivent être examinées dès le début et pas en fin de processus, mais dès la conception. Nous avons également d'autres considérations pour que un bon développement de politique, un engagement de haut niveau, au niveau du gouvernement, le sens du leadership aussi est également important pour un bon résultat, la cohérence entre les politiques et les structures, la cohérence entre les politiques visant les enseignants et toute autre politique liée à l'éducation, et puis une planification stratégique d'ensemble, la participation des enseignants, le rôle du dialogue social est également un élément critique. Il faut également se fonder sur des données et réfléchir aux capacités
des ministères de l'Éducation dès le départ et savoir ce qui est faisable. On a ensuite également un aspect mise en œuvre, le processus qui se déroule par la suite, l'approbation, que ce soit par la législation, par l'exécutif, au niveau ministériel. On regarde les différents outils disponibles, les plans d'action, les cadres, les orientations, le rôle du suivi et de l'évaluation, ce que signifie être systémique et couvrir l'ensemble du processus de mise en œuvre, mais aussi différents types d'organisations pour l'établissement des rôles, les bonnes capacités, les structures nécessaires et bien entendu la question des coûts. Donc voilà pour la toile de fond de façon très brève, une description de ce que contient le guide. Et bien entendu, je vous invite à vous pencher sur le guide lui-même pour plus de détails. Le guide, comme vous le savez, a fait l'objet de projets pilotes dans un certain nombre de pays, y compris l'Afrique subsaharienne. Vous voyez la liste ici. Un document a été préparé, une version qui a commencé son développement en 2019 et qui est presque finalisée, qui est en ligne. Et vous pouvez bien sûr regarder la version à jour grâce aux liens que mes collègues peuvent vous donner. Pour la mise en œuvre du guide, donc, en résumé, quelles sont les principales constatations? Qu'avons-nous appris de ce processus pilote? Eh bien, nous avons quelques leçons importantes. Tout d'abord, l'engagement des gouvernements nationaux est fondamental. Sans cet engagement, l'ensemble des processus se retrouve bloqué, miné. Il faut également la participation des enseignants, car ils sont en première ligne. Ce sont eux qui vont véritablement assurer la mise en œuvre des politiques éducatives de manière générale. Dans un certain nombre de pays également, il y a des structures solides et des procédures, mais l'efficacité du dialogue social est une question qui reste posée. Ça peut prendre beaucoup de temps et c'est un défi pour le processus d'élaboration. Les partenaires de développement jouent un rôle clé. On ne peut le sous-estimer. Et nous avons également reconnu que peu de pays ont une autonomie pédagogique des enseignants dans les politiques de qualité de l'enseignement, même si les enseignants sont au cœur du processus. Et donc, ça, c'est aussi un phénomène à prendre en compte. Pour ce qui est des ressources, ce que nous avons dans le guide lui-même en termes de contenu, en tant qu'outil, le guide a été considéré très utile par les pays, complémenté bien entendu par d'autres ressources qui sont disponibles. Vous avez le guide développé par ICPA qui est spécifique au contexte du continent et qui se fonde sur le guide du TTF. Donc, un certain nombre d'autres outils existent, les statistiques, plusieurs sont utilisés par les pays et il y a donc un rôle de complémentarité des diverses sources. Les 9 dimensions qui ont été déjà mentionnées sont parfois organisées différemment selon les pays, d'après des thèmes plus nationaux. Plusieurs pays ont rassemblé plusieurs de ces dimensions sous un chapeau plus général. Donc, l'écriture, l'approche thématique peut varier dans une certaine mesure, mais les 9 dimensions sont toutes utilisées d'une manière ou d'une autre. Les pays ont également leurs propres priorités, donc ça n'est pas étonnant, des pays vont donner priorité à certaines dimensions par rapport à d'autres. Et ce qui est également intéressant, c'est que beaucoup de pays ont estimé que le guide n'allait pas assez loin. Et cela a donné lieu au développement de nouveaux modules, de nouvelles dimensions. Par exemple, l'autonomie de l'enseignant au Bénin, le dialogue social également au Bénin, en Guinée, au Togo, la question de l'inclusivité au Ghana. Et il y en a d'autres, mais ce ne sont là que quelques exemples que nous avons notés. Il y a également un soutien apporté par les partenaires de développement, y compris sur le plan financier et des ressources humaines. Quelques recommandations pour le développement de
politique de l'enseignant. C'est très important. Sur la base des informations que nous avons pu collecter, c'est très important d'assurer un processus bien planifié avec des structures, des mécanismes de dialogue social avec des rôles clairement définis et que tout ceci soit intégré aux structures institutionnelles existantes. La voix des enseignants doit avoir la priorité. C'est assez similaire au premier point, c'est le dialogue social. Un rôle stratégique peut être joué par les partenaires de développement pour soutenir un dialogue entre parties prenantes. L'appropriation nationale est vitale, mais les partenaires de développement internationaux peuvent également ici jouer un rôle de soutien dans un cadre de collaboration clair. La coopération intersectorielle est également vitale. La communication, la collaboration entre les secteurs au sein d'un pays, et en particulier le ministère de l'Éducation et des Finances, d'autres ministères également, c'est le ministère de l'Éducation naturellement qui joue le rôle de chef de file. Le développement et le renforcement des structures pour le développement des politiques nationales, le dialogue social et le soutien financier de la part des partenaires. Donc voilà quelques-unes des leçons que nous avons apprises. Je vous encourage évidemment à lire l'intégralité du document en ligne. Je crois qu'on vous a donné le lien. Merci de votre attention. Merci infiniment, Peter. Vous aurez vu, bien entendu, que ce guide est un document assez complet, assez général. Le point de départ est évidemment décidé localement en fonction du contexte. Nous allons entendre maintenant Yoafari Ankoma, qui est professeur à l'Université de Cape Coast au Ghana. Il va nous parler de l'expérience de développement avec l'inclusion, le dialogue social, plusieurs autres aspects qu'il va nous expliquer. Et il va nous expliquer comment la politique nationale en matière d'enseignants a été développée précisément avec l'aide des partenariats qui ont été mentionnés. Monsieur Afari Ankoma, vous avez la parole. Bonjour, chers collègues. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'expérience du Ghana dans l'élaboration politique de l'enseignant au Ghana. Il s'agit de la politique nationale globale pour les enseignants au Ghana qui a été fondée sur le guide dont nous parlons ici. Au Ghana, quand on nous a désignés pour être l'un des pays qui allait bénéficier de l'initiative norvégienne, eh bien, nous avons mis en place une équipe après avoir consulté le ministre qui a donné son plein soutien à cette initiative. Le projet a donc pu être lancé et nous avions un partenaire principal pour nous aider dans le développement de notre politique. Nous avions donc mis en place une équipe pour lancer le processus en nous inspirant des besoins en matière de collaboration. La Commission nationale pour l'UNESCO du Ghana nous a aidés à mettre en place cette équipe. L'équipe initiale a dégagé le besoin de rassembler les parties prenantes qui participaient au processus de l'enseignant.
Donc, comme prévu dans l'initiative norvégienne, nous avons mis en place une cartographie pour connaître la situation d'origine, la situation de départ de la politique de l'enseignant au Ghana. Nous avons constaté qu'il y avait des politiques très fragmentées dans le pays sur la question de l'enseignant et qu'il y avait également des lacunes qui ont pu être identifiées et par conséquent, nous avons pu, comme le suggère la TTF, mis en place un seul document qui rassemblerait la totalité des initiatives dans les différents domaines. Ainsi, notre politique nationale pour l'enseignant a pu être développée. Il s'agissait de fournir une vision, une orientation pour le recrutement des enseignants, leur formation, leur engagement, leur déploiement, tel que prévu dans le guide. Néanmoins, nous avons à ce stade constaté que la question de la consultation, de la participation de l'ensemble des parties prenantes serait fondamentale à notre succès. Nous avons donc décidé, ce petit groupe initial a donc décidé d'inviter les représentants de toutes les parties prenantes, les syndicats d'enseignants, les enseignants déployés sur le terrain, les partenaires de développement, le ministère de l'Éducation, les différentes agences, qui ont donc participé pleinement au processus. Et cette structure de gouvernance a donc été développée. Nous avons mis en place un comité directeur, puis un comité technique. Et ce comité technique était constitué de tous les représentants des partenaires clés et avait la charge de développer la politique nationale sur la question de l'enseignant. Les valeurs fondamentales qui nous ont guidés dans ce processus, car nous avons constaté qu'il était fondamental d'être guidé par des valeurs sur le plan national pour pouvoir répondre aux besoins du pays et mettre en œuvre les valeurs auxquelles nous croyons. Et nous avons donc utilisé les 9 dimensions du guide fourni par la TTF. Nous les avons étudiées avec le groupe technique, une par une, et nous avons comparé avec nos pratiques existantes. Après avoir fait tout ce travail de fond sur les 9 dimensions, nous avons constaté qu'il serait important de souligner quelques aspects fondamentaux qui relevaient des 9 dimensions, mais que nous voulions expliciter davantage avec l'inclusion sociale et le dialogue social. Et voilà, c'est la diapo suivante. Merci. Nous avons donc souligné la nécessité de l'inclusion sociale et du dialogue social. Et c'est précisément de ces sujets-là que je voudrais vous parler. La structure que nous avons suivie dans le développement de chacune des dimensions avait un préambule avec les grandes questions qui se posaient, les problématiques, les définitions, et puis l'objectif de cette politique et les explications des actions incluses dans cette politique. Je voudrais maintenant vous parler de ces 2 principaux aspects, inclusion sociale et dialogue social. Alors, l'inclusion sociale visait à promouvoir une culture d'inclusion sociale pour les enseignants. Ça, c'était l'objectif. Nous avons eu le sentiment que si ce n'était pas clair, eh bien, on ne pouvait éviter que cet élément inclusif, finalement, soit
oublié dans toute cette politique. Et donc, nous en avons longuement parlé dans l'équipe technique avec l'ensemble des parties prenantes en utilisant une approche de dialogue social dans nos discussions. Par conséquent, nous avons développé cette politique sur l'inclusion sociale avec ses objectifs, notamment le cadre de priorité des questions d'inclusion sur les questions relatives aux enseignants au Ghana, parce que nous avons le sentiment que certains enseignants eux-mêmes avaient besoin d'être concernés par la question de l'inclusion. Les enseignants devaient comprendre qui étaient les personnes qu'ils seraient amenés à enseigner, qu'ils aient les connaissances opérationnelles et qu'ils connaissent le contenu national sur la diversité conçue pour les établissements scolaires et le bien-être de l'apprenant. Donc, c'était un élément très important. Nous avons ensuite également développé la politique de dialogue social. La deuxième dimension, il s'agit de faire en sorte que la voix des enseignants soit réellement entendue pour toute question relative à l'enseignement et à l'éducation, que ces voix portent réellement sur les questions d'éducation. Vous avez encore 2 minutes. Oui, j'ai presque fini. Alors, c'est très important parce que dans les premières phases, au moment du rassemblement des partenaires pour les discussions sur le développement de la politique, il y avait des désaccords. Les enseignants ont suspecté que le gouvernement allait leur imposer quelque chose et qu'ils n'auraient pas leur mot à dire. Parce que les politiques sont formulées quelque part et puis ensuite sont imposées. Donc, ils n'étaient pas contents. Et nous les avons assurés que cette fois, nous voulions au contraire qu'ils puissent travailler avec nous dès le départ, dès la conception et jusqu'à la mise en œuvre. Et au fur et à mesure, cette approche fondée sur le dialogue a très bien marché et nous avons donc estimé que c'était important de l'inclure. Alors maintenant, on en vient à la mise en œuvre. La mise en œuvre a déjà commencé, mais de façon fragmentée. Et c'est à nous maintenant de veiller à ce qu'il y ait une mise en œuvre de manière générale et que cette mise en œuvre signifie une sensibilisation des enseignants et de l'ensemble des partenaires impliqués pour que finalement chacun puisse soutenir l'ensemble du processus. On a appris de grandes leçons, que la collaboration est très importante lorsqu'il s'agit des enseignants et l'utilisation de ce cadre pour le dialogue social va vraiment faciliter ce processus. Merci. Merci beaucoup, professeur Nkoma. Vous voyez que la contextualisation du guide vraiment répond à différentes circonstances. Il y a un processus pour les politiques dans un pays donné où il y a un besoin particulier, disons, pour le développement professionnel ou, par exemple, au Ghana pour le dialogue social et l'inclusion sociale. Donc, merci d'avoir partagé cet exemple avec nous. Est-ce que Marie Cher est avec nous? Je vérifie avec nos collègues. Est-ce que Dr Marie Chirwa est avec nous du Malawi? Non, il semble que non. Dans ce cas, je vais donner la parole au professeur David Doyle, qui est l'ambassadeur à l'UNESCO de Saint Kitts et Nevis, et il va nous parler d'une expérience qui porte justement sur le développement non seulement des politiques enseignants, mais de la création de la base et de l'architecture nécessaire pour que ça puisse se faire. Et il s'agit de la mise en place d'un Conseil national des enseignants. Dr Doyle, à vous la parole. Vous avez 5 minutes. Merci et salutations à tous.
Monsieur le ministre et chers collègues dans le secteur de l'enseignement, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'avoir la possibilité de faire cette présentation. Et j'aimerais commencer par répéter ce qui a été dit par mon ministre ce matin lorsqu'il a fait une déclaration sur l'importance des enseignants de qualité. Et il y a un consensus parmi les décideurs en matière de politique dans le domaine de l'enseignement et à l'UNESCO que la bonne formation, la bonne motivation des enseignants a un impact direct sur les résultats, les acquis scolaires des élèves ainsi que leur bien-être et que c'est le facteur le plus important dans l'école. Et c'est la genèse même des innovations que nous avons mises en place avec, je dois le dire, avec un effort très important, très louable du siège de l'UNESCO. Je n'ai que 2 diapositives à vous montrer. Il y a un petit problème de son avec l'ambassadeur de Saint Kitts et Nevis. L'interprète s'excuse, mais c'est interrompu. Difficile d'interpréter. Le son est interrompu constamment, impossible d'interpréter. Nous nous excusons. Les interprètes s'excusent, mais Dr. Doyle, je dois vous interrompre, dit le modérateur. Votre son est trop interrompu. Si vous éteignez la vidéo, peut-être que le son s'en trouvera amélioré. Alors, veuillez éteindre la caméra. Nous pouvons suivre votre présentation qui est projetée à l'écran. Mais en éteignant votre caméra, peut-être qu'on aura une meilleure qualité de son. Malheureusement, nous ne vous entendons toujours pas bien. La connexion est trop mauvaise. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Donc, votre interprète s'excuse, impossible d'interpréter. Caribbean states education policy and strategy. It uncovered a number of very serious weaknesses in the system. L'interprète reprendra dès lors que le son permettra une interprétation. Dr. Doyle, I'm sorry to interrupt you again, but you're cutting out. Yes. You're breaking off again. So I'm wondering, yeah, you're breaking up again. Come in later. Yes, maybe we can stop presenting and see if that will give us better sound. Yep. Are you able to hear me now, please? Yes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, maintenant, il semblerait qu'on vous entende mieux. Je prie de m'excuser, c'est vraiment au-delà de mon contrôle. Je disais donc que le point de départ de notre politique d'innovation était une étude menée par l'UNESCO en 2016. C'était la première étude indépendante, approfondie, examinant la stratégie et la politique dans le secteur de l'éducation de Saint Kitts et Nevis, avec notre population de 51 000 personnes. L'étude était novatrice et a fait ressortir que certains des obstacles ou certaines des défaillances du système nous a montré qu'il fallait s'assurer que les enseignants aient un niveau de formation minimal pour pouvoir en fait dispenser un enseignement. Et cette étude également fait ressortir qu'il n'y avait pas de CPD qui était aligné avec les différentes phases de la carrière. Et
Et l'étude a montré qu'il fallait que les hommes soient encouragés à devenir enseignants, et surtout pour l'enseignement des matières et disciplines scientifiques et des mathématiques. Et l'étude a aussi montré qu'il fallait établir un système de gestion de la performance des écoles qui était basé au niveau de l'école, et qu'il fallait établir un Conseil national des enseignants pour gérer la profession, pour veiller à l'assurance et la redevabilité. Ce Conseil national des enseignants est sur le point de créer, et là, je voudrais rendre hommage à l'excellent travail des experts de l'UNESCO au siège. Si ce n'était leur aide, on n'aurait pas pu être présent aujourd'hui, et que ce Conseil national va avoir des fonctions essentielles. Premièrement, déterminer les normes dans le secteur de l'enseignement et servira de guide pour les enseignants dans leur carrière. Deuxièmement, établira un registre d'enseignants qui n'existait pas auparavant et un mécanisme pour octroyer des licences aux enseignants et aux directeurs d'école. Troisièmement, un système d'accréditation des enseignants et pour les programmes de formation continue. Et enfin, mettre en place un mécanisme pour que les recherches et les conférences puissent être organisées avec l'UNESCO, destinées à la profession tout entière, pour que les professionnels et le ministère puissent avancer dans sa recherche d'innovation. Et le gouvernement est sur le point d'adopter un projet de loi pour légaliser l'enseignement en tant que profession, de mettre en place ce Conseil national des enseignants en tant qu'organisme de réglementation de la profession, et qui permettra de recruter des professionnels du primaire jusqu'au tertiaire. Alors, le Conseil aura la possibilité de réglementer les secteurs privés et publics, les enseignants, les conférenciers, du pré-primaire jusqu'au secondaire, et qui portera également sur toute la formation des enseignants. Maintenant, il va falloir rendre ce conseil opérationnel. Et là encore, on a pu bénéficier de l'expertise de l'UNESCO pour définir des normes avec un examen périodique des normes, la mise en œuvre une grille de développement professionnel pour les enseignants, parce que chez nous, près de 80% des enseignants n'avaient pas de qualification formelle en tant que telle. Ensuite, la classification des enseignants et la mise en place d'un registre qui sera tenu à jour des enseignants. Et ensuite, la définition de tests pour l'octroi des licences, tout ce qui est discipline et violation des normes professionnelles, accréditation des programmes scolaires, et enfin, la réglementation des programmes de développement professionnel. Donc, autrement dit, un programme vaste, ambitieux, qui devrait être en place et être complètement opérationnel d'ici la fin de 2022. Là encore, je rends hommage à l'UNESCO et à la Task Force pour tous les efforts qui ont été déployés et leur contribution extrêmement précieuse qui nous a permis d'atteindre là où nous sommes aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de lancer réellement le Conseil national des enseignants. Merci, Dr. Doyle. Nous sommes très heureux d'apprendre que le Conseil national des enseignants est sur le point de voir le jour. Il nous reste encore 2 présentations et nous allons nous intéresser aux besoins contextualisés et locaux et voir comment le guide peut servir de guide justement dans un contexte très précis. D'abord, les situations de crise et d'urgence. Nous avons M. Benoît Densengo qui est avec le HCR, qui va nous parler de la mise en place de nouveaux modèles de politique pour les enseignants dans des situations de crise et d'urgence.
Professeur, bienvenue. Vous avez 5 minutes pour votre présentation. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais envoyé une présentation. On vous entend très bien. Et je crois que la présentation est présente à l'esprit. Merci, merci de m'avoir invité. Et salutations de la section éducation du HCR ici au Danemark. J'aimerais vous présenter ce module sur la planification, la politique des enseignants dans le contexte de crise, qui est le résultat d'une initiative avec la Norvège, et le HCR était l'une des organisations qui a pris part à cette initiative. Et étant donné la nature de notre propre travail, nous essayons en fait d'apporter la perspective des situations d'urgence dans la thématique justement des politiques enseignantes. Donc cette initiative norvégienne visait 4 pays. Il est d'ailleurs intéressant de noter que 3 des 4 pays qui ont participé à l'initiative, 3 au moins, ont récemment subi de plein fouet des urgences au sein de la frontière nationale ou suite à des crises dans des pays voisins. Et ici, il n'est même pas question de l'impact de la pandémie. Prenons par exemple le cas du Burkina Faso. Depuis 4 ans du projet de l'initiative norvégienne, la situation sécuritaire s'est très rapidement dégradée, avec plus de 1,4 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, avec plus de 2200 écoles qui ont dû fermer pour des raisons d'insécurité, avec plus de 300 000 élèves et 11 000 professeurs touchés. L'Ouganda a subi l'impact de la crise dans les pays voisins, à savoir le Sud-Soudan et la RDC, avec l'arrivée de 1,5 million de réfugiés, dont 800 000 sont des enfants. L'Ouganda a adopté une approche extrêmement généreuse en matière d'accueil des réfugiés. Ils accueillent les enfants et les jeunes réfugiés dans leurs propres écoles. Vous imaginez ce que ça signifie? L'arrivée d'un nombre aussi important d'enfants a un impact absolument dramatique sur le système éducatif. Et le Malawi a été touché par le passé par des catastrophes naturelles, mais également par l'arrivée d'environ 50 000 réfugiés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce terme de planification sensible aux crises, qui prend en compte la crise? Il s'agit d'identifier le risque pour l'éducation qui sont causés par des catastrophes naturelles ou des crises. Il faut comprendre comment ces risques ont un impact sur le système d'éducation, mais également comment ces systèmes éducatifs permettent de réduire ou d'amortir l'impact de ces crises. Ici, en fait, ce slide est emprunté auprès de l'IIPE. Ce module a été mis au point par l'Institut pour la politique enseignante. Alors, quel est l'impact? Eh bien, d'abord, il y a une pénurie d'enseignants, un problème d'absentéisme, un grand roulement, et ensuite la sécurité de l'emploi pour les enseignants. Prenez par exemple l'impact de la pandémie sur les salaires des enseignants pendant que les écoles sont fermées. Et il y a un impact également sur le bien-être des enseignants. Et bien sûr, la sécurité des enseignants, tout cela se trouve touché. Et tout ceci a pour effet simplement de rabaisser la qualité de l'enseignement.
Alors, pourquoi avoir une politique enseignante qui soit qui prenne en compte les crises? Alors, tout d'abord, il y a une prévalence en ce qui concerne la menace qui pèse sur la continuité et la qualité de l'éducation, parce qu'il y a un nombre croissant de personnes qui sont déplacées de force. Environ 84 millions de personnes sont déplacées à l'échelle planétaire. Et de toute évidence, les systèmes éducatifs sont mal préparés pour ce qui est de prévenir les crises et d'y répondre. Il est donc nécessaire de renforcer la résilience des systèmes éducatifs. Ces crises ont également des conséquences extrêmement nocives sur les jeunes et les enfants, sur leur bien-être affectif, social et physique, et tout ceci, bien sûr, conjugué à un impact et se fait sentir au niveau des résultats scolaires. Donc, les enseignants peuvent jouer un rôle critique, à condition que nous soyons réactifs et nous puissions répondre à leurs besoins. Et donc, le module qui a été mis au point a précisément cet objectif. Et ce sera un complément important qui viendra se rajouter au guide tel qu'il existe actuellement. Merci. Merci à vous, Benoît. Et nous avons appris beaucoup de choses suite à la crise de la pandémie. Et ce type de planification va nous aider à faire face à ces crises, mais à d'autres crises. Nous avons une dernière présentation de notre collègue, M. Bazongo, de l'UNESCO, qui va nous parler de ce qui est fait du point de vue du contenu du guide et surtout sur la question de l'établissement des coûts, qui est une question extrêmement délicate et où il faut davantage d'orientation. David, si vous nous entendez, vous avez 5 minutes. Merci. Est-ce qu'on peut afficher ma présentation? Alors, je profite de dire bonjour à tout le monde et bonjour appuyé à mon ministre, le professeur Stanislas Waro. Alors, la présentation juste que je vais faire en 5 minutes concerne ce nouveau module qui est intitulé un peu « Les avantages des politiques d'évaluation des coûts pour les enseignants ». Et comme vous avez donc déjà vu, on a démontré qu'effectivement, la question des coûts est essentielle et qu'il faut évaluer les coûts lorsqu'on veut élaborer une politique enseignante. Est-ce qu'on peut avancer? Diapo? OK. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qui justifie l'élaboration de ce nouveau module. Alors, on s'est rendu compte lorsque on mettait en œuvre le guide qui a été proposé, que le guide permettait d'approfondir le diagnostic. De par le passé, on analysait la question enseignante, mais on ne mettait pas l'accent sur certaines dimensions. Avec le guide qui a été donc présenté par Peter, il y a des dimensions qui sont mises en exergue, telles que la question, par exemple, de la responsabilité des enseignants, la gouvernance. Et là, on se retrouve avec un nombre de défis plus élevés. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que lorsqu'on est face à ces défis, les gouvernements cherchent donc à résoudre tous les problèmes qui ont été soulevés. Et là, ça implique des choix, et les choix sont difficiles pour les gouvernements si on n'a pas l'implication de ces coûts en termes de ces choix en termes de coûts. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde les politiques, on se rend compte que beaucoup de politiques enseignantes se résument à une liste d'activités qu'on a, mais on ne sait pas si la mise en œuvre définitive est soutenable aussi bien au plan physique que financier. Et donc, c'est ça qui a amené qu'on puisse effectivement aller vers un nouveau modèle qui permettra d'avoir donc un outil pour évaluer donc les coûts. Est-ce qu'on peut passer au diapo suivant?
Alors, qu'est-ce que le modèle de simulation financière qui a été proposé par ce nouveau module? Un modèle de simulation financière, il faut dire, c'est un outil, une application informatisée, généralement sous forme Excel, qui utilise des données de base pour faire des hypothèses. Et quand on regarde le schéma qui est affiché ici, c'est un peu la logique d'ensemble des modèles de simulation qui sont utilisés aujourd'hui dans le système donc éducatif. Mais cette logique est utilisée pour le modèle de simulation de la politique sectorielle. Et quand on regarde, la logique, c'est quoi? On a donc la population scolarisable, donc le premier donc, rectangle, qui constitue un fait des éléments sur lesquels le décideur n'a aucune mise dessus. Mais après cela, vous avez donc les deux cercles. Donc, le premier cercle donc, où on a les taux, où le décideur décide effectivement d'avoir un certain nombre d'indicateurs suivant donc sa politique, ou bien le deuxième cercle qui donne un peu le mode d'utilisation des ressources. Et après cela, on a les besoins qui sont listés. Donc, dans le modèle de simulation des politiques éducatives ou des politiques sectorielles, on a cette logique-là. Mais on se rend compte qu'au niveau des besoins en ressources humaines, on n'a pas suffisamment de détails. Quelquefois, les besoins en ressources humaines se limitent juste au nombre d'enseignants, juste au salaire donc, des enseignants, et quelquefois, on ajoute les montants des formations. Donc, on n'a pas un détail pour vraiment évaluer l'impact de la politique éducative en relation avec donc, la question enseignante. C'est pourquoi ce qui est proposé à travers donc, ce module, c'est de faire un zoom sur les besoins en ressources humaines et notamment donc, les enseignants, tout en respectant cette logique d'ensemble qui est la logique du modèle de simulation inspiré donc, de ce modèle donc, qui est affiché ici. Diapo. Alors, la troisième question, juste, quelle est la valeur ajoutée de ce module qui a été élaboré par le projet NTI? Comme je le disais, le module utilise la même logique que le modèle de simulation financière de la politique éducative. Mais on s'appesantit sur les enseignants en se demandant ce qu'il faut faire de façon concrète pour chaque dimension. Et à ce niveau-là, le nouveau module permet de clarifier la pertinence de recourir à un modèle de simulation financière. Pourquoi il faut recourir à un modèle de simulation financière? Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, nous avions un modèle sectoriel et ce modèle sectoriel était assez global et on avait quelques lignes qui donnaient les besoins sur les enseignants, mais en termes de statut, de rémunération et aussi de détails, on ne les avait pas. Donc, quand on utilise donc, un modèle de simulation financière adapté aux enseignants, on peut faire ressortir ces aspects-là. Le deuxième élément de ce module, c'est qu'il permet d'identifier les variables indicatives qu'il faut utiliser pour chaque dimension. On a présenté donc les 9 dimensions. Et lorsque vous prenez le nouveau module qui a été élaboré, pour chacune des dimensions, on identifie les variables qui peuvent influencer les coûts de la dimension en question. Donc, quand on l'utilise, on a déjà ces indications qui nous permettent d'avoir une idée de comment estimer les coûts pour la dimension donnée. Et également, le module donne des exemples de pays. Nous avons déjà le Burkina Faso qui a utilisé un modèle de simulation financière pour estimer les coûts et qui est arrivé donc à un scénario où le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sont entendus sur un scénario donné. Et je précise en passant que lorsque on a élaboré le premier, donc, premier draft de ce modèle de simulation, il y a eu un certain nombre de compromis qui ont été faits. Et ça permet de dire que quand on a un modèle de simulation, on peut vraiment faire le débat, on peut vraiment animer la discussion avec donc, les partenaires sociaux. Et l'autre élément,
c'est que le module présente aussi les enjeux qui sont liés à l'utilisation d'un modèle de simulation pour les enseignants. Comme vous le savez, on a déjà des modèles sectoriels. Comment faire la relation avec le modèle sectoriel pour ne pas avoir une politique à deux vitesses? Parce que si on a un modèle qui fixe déjà les grandes lignes, il faut que le modèle sur les enseignants, qui est donc un modèle qui doit prendre en compte ce qui a été défini dans le cadre global de la politique sectorielle, il faut que le nouveau modèle puisse donc s'intégrer à cela. Et c'est pour cette raison, le guide est revenu là-dessus et aussi sur la mise à jour du modèle de simulation financière. Également, il y a que l'UNESCO a déjà un modèle que nous appelons le modèle Simuette, qui est un modèle pour l'ensemble du système éducatif, donc le plan sectoriel, mais qui est modulable. Donc, dans le guide, on fait ressortir qu'on a la possibilité d'utiliser donc ce modèle donc, qui est Simuette pour élaborer des modèles de simulation financière propres donc, aux enseignants. Donc, voilà un peu le contenu donc, de ce nouveau module-là. Et ce nouveau module permettra de faire une évaluation des coûts et de pouvoir entamer une discussion réelle avec donc, les partenaires et permettre aux décideurs de prendre donc, de faire des choix éclairés pour donc, la mise en œuvre donc, de la politique. Voilà donc ce que j'avais. Merci. À vous. Merci pour cette présentation. We are running a little short of time for questions. Alors, but we have... nous commençons à manquer un peu de temps. Nous avons néanmoins reçu des questions, et y compris tout un débat en ligne dans le chat. Et je vais y revenir. Mais je vais demander à nos interprètes de nous accorder 5 minutes si nous avons une ou deux questions dans la salle. Si nous avons un micro pour la personne qui est ici, à droite. Nous allons peut-être entendre juste une question parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous avons des questions également sur la plateforme. Donc, merci de vous présenter pour poser votre question. Et si elle s'adresse à quelqu'un en particulier, merci de le préciser. Merci. Merci beaucoup pour l'ensemble des intervenants, pour ces présentations. Ma première question commence avec l'intervenant précédent. Je suis Jedia Moutassi, je travaille au Rwanda et je suis coprésidente d'une plateforme de coordination des ONG au Rwanda, représentant des organisations de la société civile et d'autres partenaires. Le précédent orateur a parlé d'outils de simulation financière. Et je voulais savoir si vous avez pu faire une évaluation des besoins des enseignants pour mieux comprendre leur motivation, pour qu'ils puissent mieux jouer leur rôle. Ma deuxième question s'adresse au ministre de l'Éducation du Burkina Faso, qui nous a parlé des partenaires et du cadre qu'ils utilisent. Nous avons une plateforme similaire pour nos partenaires et j'étais intéressée à en savoir plus sur ce que vous faites en termes d'outils de suivi et ce que vous faites en termes d'interaction pour le suivi et ce que vous faites pour le suivi des contributions des partenaires au secteur de l'éducation et comment cela est mis en œuvre, comment c'est réalisé, parce que la plupart du temps, ces plateformes sont à participation volontaire et je ne sais pas si vous avez des pratiques qui pourraient également nous éclairer puisque nous avons également une plateforme. Autre commentaire? Alors, nous ne pouvons prendre que ces deux questions-là, s'il vous plaît. Ma question était au professeur Yaou. J'ai vu, quand vous avez parlé d'inclusion sociale, vous avez parlé d'autonomiser les enseignants et de les aider à apporter leur soutien aux enfants, notamment pour le braille et la langue des signes. Et je voulais savoir, dans les bonnes pratiques en salle de classe, dans les interventions en salle de classe, ce que vous avez à nous dire sur ce sujet. Merci.
Merci. Alors, le ministre de l'Éducation du Burkina, si vous nous entendez, Monsieur le ministre, peut-être quelques mots sur le rôle des partenariats. D'accord, tout à fait. Je ne vais pas mettre la caméra malheureusement parce qu'on a une coupure d'électricité malheureusement ici. Je préfère juste intervenir en utilisant le micro pour éviter que la bande passante nous trahisse. Alors, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons donc ici regroupé en fait les départements ministériels en secteurs. On a 14 secteurs de planification. Et on a un secteur de planification, éducation et formation, qui regroupe tous les ministères qui travaillent sur l'éducation et la formation pour ces trois ministères, enseignement supérieur, éducation et formation professionnelle. Et donc, nous avons à l'image de cela l'ensemble des partenaires qui sont regroupés autour de ce qu'on appelle donc les partenaires techniques et financiers de l'éducation. Et ils ont un chef de file qui est chef de file et qui est le porte-parole de l'ensemble des partenaires chaque 2 ans. Et c'est tournant. Et donc ces partenaires techniques et financiers ont décidé justement que leurs interventions puissent se faire dans le cadre d'un fonds commun, donc le fonds d'affectation spéciale du Trésor de soutien au développement de l'éducation de base, le CAS, et c'est là-bas que les interventions se font. Maintenant, à ce niveau, on a des instruments de suivi, de planification. On a un plan d'action annuel qui est préparé, qui est examiné avec ses partenaires techniques et financiers et qui est validé. Et maintenant, la mise en œuvre est suivie régulièrement. Maintenant, nous avons régulièrement, chaque mois, des thématiques au niveau donc, du plan d'action. Nous avons des thématiques. Par exemple, il y a une thématique sur l'éducation non formelle, sur l'alphabétisation. Il y a une thématique, par exemple, sur l'accès à l'éducation de base. Il y a une thématique sur la qualité de l'éducation, etc. Et donc, chaque mois, il y a un certain nombre de partenaires techniques et financiers, un certain nombre de partenaires sociaux et certains techniciens du ministère qui sont dans cette thématique, la thématique sur le financement de l'éducation aussi. Et maintenant, ces groupes thématiques se réunissent mensuellement pour faire le point. Et puis maintenant, on a une rencontre de suivi qui se tient en avril pour faire le point et on avance. Donc, on a carrément un cadre de suivi. Et maintenant, nous, mensuellement, on fait un reporting auprès des partenaires techniques et financiers chaque mois pour leur présenter les niveaux de décaissement, les activités mises en œuvre, ce qui doit se faire, etc. Ils nous font un retour. Ils se réunissent ensemble, l'ensemble des partenaires. Ils examinent, ils nous disent, bon, là, c'est bien, mais là, il y a des efforts à faire. Voilà comment il faut orienter le reporting, le format, etc. Donc, nous avons un dialogue permanent avec eux, un truc de suivi avec eux, et ça inclut les partenaires sociaux aussi. Donc, c'est un très bon cas. Maintenant, à côté d'eux, il y a des partenaires bilatéraux. Il y a par exemple le Japon qui n'est pas dans le fonds commun, mais qui participe au dialogue, mais qui intervient directement avec l'État. Vous avez la République populaire de Chine aussi, vous avez la Banque mondiale. Donc, vous avez certains partenaires comme ça, mais le partenariat mondial pour l'éducation, le Canada, la Suisse, la France, etc., ils interviennent dans ce partenariat, mais aussi ils mettent leurs ressources dans le fonds commun. Donc, on a le fonds commun, mais à côté de cela aussi, on a les partenaires qui interviennent directement. Merci beaucoup, monsieur le ministère. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc il faut arrêter là-bas, mais on a écouté bien. We have heard from the minister. Maybe donc, nous avons entendu le ministre, peut-être simplement pour ajouter sur la question des partenaires à l'échelle nationale et les partenariats également à l'échelle internationale. Je crois que l'initiative norvégienne est également un exemple. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est un exemple qui rassemble différents partenaires, l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, Education International, la HCR, l'OIT, qui travaillent tous ensemble pour développer cette action. Donc, merci, Monsieur le ministre. Nous avions une deuxième question. Nous avons des questions et des débats même, et des échanges dans le chat. Est-ce que le guide pourrait inclure un module sur la redevabilité? Et puis des commentaires sur la limitation de l'autonomie des enseignants. Ça aussi, c'est une grande question générale.
que nous avons entendu à plusieurs reprises dans cet événement, l'équilibre entre l'autonomie et la redevabilité de l'enseignant. Et je voudrais profiter de cette question pour dire que dans le guide, dans les différentes dimensions, vous verrez qu'il y a des dispositions concernant la qualité de l'enseignement. La question du développement de normes ou de cadres de qualification nationale, pour le développement professionnel, pour les inspections, tous ces éléments aident à améliorer le travail des enseignants s'il y a un accompagnement du processus pédagogique en salle de classe. Donc ce ne sont pas des contraintes posées sur leur autonomie, mais des outils qui peuvent les aider à orienter ou développer les savoirs pédagogiques. Donc en ce sens, nous essayons de voir l'équilibre entre tous ces instruments qui garantit la qualité de l'enseignement tout en garantissant l'autonomie de la décision pédagogique en salle de classe, dans les établissements et dans l'ensemble du système éducatif. Alors, je vais maintenant clore la session. Je vous remercie tous. Merci à tous nos intervenants. Merci, Monsieur le ministre. Merci, professeur Nkoma, Dr Doyle, Benoît Assembourg et David Bassongo. Merci pour votre participation. Merci à tous également pour votre participation dans la plateforme pour l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Nous allons prendre une pause avant d'en venir à la toute dernière session de ce forum. Merci.